Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois cette semaine un invité qui n'a pas besoin de présentation, M. Éric Martel-Bauweli. Boxeur, ancien champion canadien des poids lourds, Éric a publié avec Charles Lalande aux éditions Simon Harvey son autobiographie « Je n'arrêterai jamais de me battre ». Dans ce livre, Éric se raconte sans barrière sur sa vie, la boxe, ses victoires et ses échecs. Ce fut un grand plaisir et un honneur de recevoir Éric en studio quelques semaines avant la naissance de sa fille. Une belle entrevue qui permet de découvrir une personne qui s'est donnée comme mission de servir de modèle et d'aider les autres. Bonne écoute. Vous aimeriez recevoir un exemplaire dédicacé du livre de Éric Martel-Bauweli? Visitez mon site web et écrivez-moi. Je ferai tirer une copie au cours des prochaines semaines. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Éric, bon matin. Bon matin. Ça va bien? Top shape. Hey, merci d'être là. Merci de me recevoir. Ben écoute, non, c'est tout un honneur. Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, juste avant de commencer, on parlait de Saint-François d'Assise. Ouais. Un des premiers souvenirs que j'ai. Tu parles pas beaucoup de cette époque-là de ta vie. Non, c'est vrai. Ça a été trop court ou ça a été juste pas important? Ou, crème, c'est... Ben, même moi, je t'ai jamais vu parler du fait que tu travaillais à Saint-François d'Assise, alors que c'est là que je t'ai connu. Ouais, mais ça a été quand même une bonne partie de ma vie, parce que c'est 8 ans, j'ai travaillé là. C'est ça? À partir de 18 ans, aller jusqu'à 27 ans pratiquement. OK. Donc, pour moi, c'est sûr que Saint-François d'Assise, ça a été une belle époque, je dirais, beaucoup d'apprentissage aussi de la vie du travail, parce que j'ai côtoyé plein de gens, des gens que je parle encore aujourd'hui, dont toi. Exact. Puis en même temps aussi, d'apprendre sur le milieu hospitalier, qui est une micro-société, je pourrais dire, parce que tu as différents... La hiérarchie, moi, je travaillais sur le ménage, je travaillais à l'entretien ménager, puis aussi aux archives. Donc, puis de voir les médecins, comment ils travaillaient, le bloc opératoire, l'urgence, tout ça. Fait que, ça m'a fait apprendre beaucoup, puis aussi, les horaires de travail, d'être ponctuel. En tout cas, ça a été tout un apprentissage à travers de ma vie. Ouais. Puis dis-moi, tu parlais des relations de travail. Te rappelles-tu tes premières impressions, justement, du corps médical, là, compte tenu que moi, je suis médecin? Là, ouais. Trouvais-tu qu'on était antipathique, hautain, ou je sais pas trop? Tu peux dire ce que tu veux. Ouais, non, mais surprenamment, moi, je suis quand même un gars qui est très sociable. Puis, même avec les patients, j'aimais ça, parler aux patients. Peut-être trop, des fois, même pour mes boss, ça, parce que le travail, il fallait que ça se fasse, mais, tu sais, puis les médecins, moi, je sais pas, j'ai toujours eu une belle accueil quand même. Des fois, c'est vrai qu'il y a des infirmières ou des gens, comme un peu dans n'importe quel milieu, que je trouvais qui étaient moins sympathiques ou qui me parlaient moins. Okay. Mais en général, tu sais, j'ai pas un sentiment d'exclusion parce que je faisais du ménage ou quelque chose. OK, non, c'est cool. Ouais. Mais, d'ailleurs, un des derniers souvenirs que j'ai de toi, Saint-François, c'est j'avais été hospitalisé, on en parlait. J'avais fait une pneumonie assez sévère à l'époque, là, dans le temps de Noël. Puis tu faisais le ménage dans ma chambre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça, ben oui, carrément. Puis la vie nous retrouve finalement 15 ans plus tard. Donc, c'est bon. Tu vas être père bientôt? Ouais. Est-ce que tu es conscient du changement qui t'attend? On dirait que je me pose pas beaucoup de questions par rapport à ça, dans le sens où moi je suis rendu ça dans ma vie. C'est un désir que j'ai depuis longtemps. J'ai toujours imaginé je me suis toujours imaginé avoir une famille, mais c'était de trouver aussi la bonne personne. En ce moment, je considère que j'ai une blonde fantastique avec qui justement on forme une super équipe. Fait qu'on est rendu là, puis je vais y aller un pas à la fois, étape par étape.
Puis je verrai comment est-ce que ça va se passer, mais je suis très confiant, puis j'essaie justement d'être au maximum de ma forme, puis aussi on lit beaucoup, je fais j'ai des rendez-vous prénataux là, pour justement préparer ça, l'accouchement. Mais on verra. Là, ça va bien aller. Exact. Mais dis-moi, un garçon ou une fille? Une petite fille. OK. Avez-vous choisi le prénom? Oui, le prénom est choisi. Là, on attendait. Vous voulez pas le dire? Okay, non, parfait. c'est ça. C'est une plus surprise à la naissance. Vous avez le droit. Parfait, parfait. Dis-moi, mais t'as un gars t'as une vie assez réglée, hein? Tu te lèves tôt pour t'entraîner, les cours, tu travailles dans un centre jeunesse, tout ça, puis je sais... As-tu juste pensé, mettons, si tu as passé la nuit à bercer ta fille, là, tu sais, de 2 à 4, le petit entraînement 5 heures, il va être plus difficile un peu. C'est sûr que je vais tenter de m'adapter rendu là. C'est pour ça aussi que je fais comme un sprint final, si on peut dire. Là. J'ai beaucoup de courses puis de trucs avant la naissance. Par la suite, je vais plus y aller... selon le rythme justement de mon bébé puis de ma blonde aussi. On a des congés quand même parentaux, on a des congés. Mais c'est sûr que je pense que c'est quand que tu le vis que tu peux vraiment réaliser. Mais je vois pas ça comme... ma priorité, ça va être ma petite fille. Ben oui. Puis ensuite, je ferai mon horaire en fonction de ça. Mais dis-toi qu'un petit 10 km de course avec la poussette, il n'y a rien comme pour faire dormir un enfant. Ça va être parfait. Tu vas pouvoir peut-être juste courir, peut-être pas quand tu veux, mais quand tu peux. Peut-être ça va changer des petites choses comme ça. C'est ça. J'aimerais ça que tu me parles de ta conjointe un petit peu, là, qu'on a vu arriver là, finalement sur les médias sociaux. Dans ce qui me concerne, parce que je ne l'ai jamais rencontrée. Ben, ma blonde, en fait, c'est drôle un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés parce que c'est vraiment 2024, même si ça fait 3 ans qu'on est ensemble, là, dans le sens où c'est pendant la pandémie, on pouvait pas sortir tout ça, ça fait que je me suis mis sur Tinder. OK. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis moi, c'était simple, là, dans le sens où je commençais pas à écrire, à texter sans arrêt à longueur de journée. Je dis, si ça t'intéresse de faire quelque chose, écris-moi, appelle-moi, j'ai donné mon numéro. On s'est appelé, on est allé déjeuner ensemble, ça a cliqué, puis ça fait maintenant 3 ans, puis ma blonde, c'est ça, elle travaille pour la Banque TD, elle est maintenant directrice, puis c'est une fille qui comprend un peu tout mon vécu, qui, sans l'avoir elle-même vécu, parce que c'est une fille qui est à ses affaires, puis qui vient d'une super bonne famille, mes beaux-parents sont fantastiques. Mais quand même, elle me supporte là-dedans, elle sait comment est-ce que, le fait que je cours, puis c'est pas, pour elle, c'est pas quelque chose qui l'énerve, elle va plus me supporter puis m'encourager là-dedans. Est-ce que c'est une fille sportive, comme toi, ou... Pas autant. Peut-être pas autant, parce qu'elle a pas fait de sport, au même niveau que moi, mais quand même, c'est une fille qui est très active. Justement, on va courir ensemble, plus maintenant, parce que là, elle est enceinte. Mais quand même, parce que là, justement, il reste 10 semaines, mais elle est très active, elle fait du yoga, elle va au gym aussi, donc OK. On se complète. C'est super. Écoute, en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. La date? 1er juillet. Ah, c'est un bébé l'été, c'est bien aussi. Ça permet de sortir un peu. Là. Nous, on avait eu notre première en décembre, puis les fêtes de Noël, puis là, tu sors, tout le monde a le rhume, puis là, finalement, le bébé est malade, 2 semaines de vie de bébé, ça coule du nez, donc c'est... Ouais, puis même l'habiller, ça doit pas... Mais tout se fait, tu vois, ça va être extraordinaire. Fait que, bref, peut-être que je te reparlerai dans 1 an, dans un balado, puis tu me diras finalement ton vécu réel. Ouais, c'est sûr. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca.
Je voulais te parler de ton livre qui s'appelle Je n'arrêterai jamais de me battre, que tu as coécrit avec Charles Lalande aux éditions Sylvain Harvey. Ouais. Ça vient d'où ce projet d'écrire un livre? C'est ton idée, l'idée de l'auteur? C'est plus l'idée de Charles. Okay. C'est Charles qui, lui, a commencé sa carrière de journalisme un peu en même temps que ma carrière de boxeur professionnel. Okay. Puis, c'est quelqu'un avec qui, premièrement, je m'entends super bien. Puis, que je pense, lui-même, avant de devenir journaliste, parce qu'il est maintenant journaliste pour Radio-Canada, tu sais, moi, je suis facile d'accès. Puis souvent, il m'écrivait ou disait, je voudrais faire un article ou il me posait des questions. Puis on a eu une bonne chimie ensemble dès le départ quand il était plus jeune. Puis par la suite, lui, durant la pandémie, justement, il m'a écrit, il me disait, je viens de lire la biographie de Pat Côté. Puis ça m'a donné le goût d'écrire ta biographie. Ça fait que là, je disais, écrire ma biographie. Tu sais, moi, comme un honneur. C'est un honneur. Puis mais en même temps, je dirais que je m'attendais pas à ça du tout. Tu sais, que quelqu'un veuille écrire mon vécu. Mais à ce moment-là, en plus, moi, j'étais à peut-être pas tout à fait 1 an de sobriété parce que, comme tu sais, j'ai eu des problèmes aussi de consommation en fin de carrière. Fait que je disais à Crime, ça peut être une bonne idée pour moi de faire une introspection puis peut-être de tourner la page. Tourner la page sur ma carrière de boxe puis faire mon deuil, justement, puis accepter. En tout cas, ça a été un super travail personnel, je dirais, avant tout, d'écrire ce livre-là. OK. Puis justement, avec Charles, ça a été demandant aussi parce que des fois, je trouvais que ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'introspection, puis c'est pas toujours facile, puis d'avouer aussi des choses qui sont pas toujours évidentes, tu sais, de parler. Puis c'est encore plus que de mettre un genou à terre, là, c'est d'être capable de dire, de faire sortir justement des fois des côtés négatifs que je pouvais avoir ou des choses que les gens savaient pas. Je t'ai entendu dire en entrevue que quasiment toutes les fois que les gens te parlaient du livre, c'était pour parler de tes problèmes de consommation, de dépendance. Alors, j'ai volontairement omis cette section-là. Je me suis dit, on va parler un peu d'autres choses. Puis les gens qui veulent t'entendre parler de ça vont le trouver dans le livre, vont le trouver dans d'autres entrevues. Ça, c'est vrai. Je me suis dit, on va parler peut-être un peu de... Plus positif. C'est positif que tu sois sorti de ça. C'est clair. Sinon, je me suis dit, peut-être t'apprécierais qu'on parle d'autres choses. Oui, ça c'est... J'aurais aimé ça savoir la méthode de travail, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits comme ça, soit un politicien avec un auteur ou sportif, on en a beaucoup. Comment, tu dis, bon, parfait, on va écrire un livre, là, comme c'est toi qui écris, c'est lui ou des entrevues audio que lui retranscrit. Comment est-ce que vous faites ça? C'est ça, vu qu'on recette? On pouvait pas vraiment se voir. Lui, en plus, il était à Gatineau. Donc, on se fixait un rendez-vous téléphonique. Où ce que là, lui, justement, il enregistrait. Où il me posait plein de questions, je répondais. Lui, il écrivait. Après ça, il m'envoyait le texte. Je lisais le texte, je disais, non, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, tu pourrais dire ça différemment, ou peut-être que lui, son interprétation était pas toujours bonne de ce que j'avais dit. Malgré ce que tu avais dit, Exactement. Fait que, on a modifié, puis en plus, quand que là, la maison d'édition est rentrée en ligne de compte, là, il a fallu retravailler les textes, il a fallu rediviser aussi les chapitres, refaire. En plus de tout ça, au bout de 2 ans et demi de travail, mon père est décédé. Donc, on a trouvé important aussi d'en parler, d'ajouter un chapitre là-dessus. Donc, c'est un travail qui s'est étiré sur combien de temps? Pratiquement 3 ans. Quand même. Mais toi, tu n'écrivais pas, toi? Écris-tu un peu ça? J'écris, j'adore écrire. Puis même une de mes matières fortes à l'école, c'était le français. D'accord. Puis je suis même allé à l'université en communication. Donc, moi, j'adore écrire, mais c'est sûr que lui, il avait un niveau supérieur à moi pour l'écriture, mais quand même, on a travaillé de pair là, dans ce projet-là. Parce que le livre est écrit à la première personne. Je me demandais, je ne sais pas si tu en as discuté avec lui, comment lui il trouvait ça d'écrire à la première personne. Alors, c'est comme s'il fallait qu'il se mette un peu dans ta peau. Comme moi, Essayer de transmettre comment Éric Martel se sentait dans... Puis c'est pour ça que moi, je relisais aussi pour dire, ça, je suis pas d'accord, ça, je suis d'accord. Même si pour moi, ça me demandait beaucoup d'énergie. Parce que, quand c'est ton histoire, puis c'est tes affaires... Des fois, il y a des côtés que, justement, ça me chicotait un peu, puis il y a des trucs que je disais, on enlève ça. Mais
Mais je voulais pas non plus, tu sais, mettre ça trop, tu sais, me faire briller à 100% dans tous les côtés. Je voulais que ça soit le plus vrai possible. Mais donc c'est pour ça aussi que lui, tu sais, on en a parlé, l'éditeur aussi nous en a parlé, pour que justement ça ait l'air, que ça paraisse comme si c'était vraiment moi qui écrivais le... Ben, en tout cas, ça fonctionne. Là. Je recommande vraiment aux gens de... Je n'ai pas l'impression que tu as caché grand-chose. Non. Est-ce qu'il y a les personnes les plus proches de toi, comme... En plus, ta conjointe, tu ne la connaissais pas depuis longtemps. Ouais. Puis, mais je pense à ta mère. Là. Ouais. Est-ce que ta mère a appris des choses là-dedans où elle connaissait pas mal tout de son fils? Ben, je pense que oui, elle a appris des choses. Plus aussi comme le côté relation avec mon père. OK. Le fait que justement mon père était absent. Puis aussi, quand je suis allé en Afrique, les questions que je me posais, pourquoi mon père était reparti là-bas. Puis un peu mon vécu, parce que ça a été quand même une grosse partie de ma vie, une grosse pièce manquante, je pourrais même dire, le fait que mon père était absent. Donc, je pense que ma mère, elle l'a appris, malgré qu'elle devait s'en douter, elle se doutait de différentes choses, mais c'est ça, je pense que quand même, elle a pu apprendre des choses, puis aussi au niveau de la boxe, puis ma façon de... par rapport au combat, justement, comment je vivais ça. J'aimerais ça que, Eric, tu me parles un peu de ton ami David Whittam. Tu en parles dans le livre. Tu m'en as parlé spontanément en arrivant ici. Donc, les circonstances de sa blessure, puisque l'impact que ça a eu sur toi, au niveau personnel, professionnel. Ben, ça a eu un gros impact parce que je pense que les deux, ça ne l'est pas donné facile, en fait. Puis, c'était comme, justement, c'est mon meilleur ami. J'étais pas toujours d'accord avec ses choix. Des fois, même, il pouvait venir qu'à me tomber un peu sur les nerfs, si on peut dire. Sauf que, en même temps, c'est comme si moi, je le voyais invincible, puis je m'imaginais, que les deux, même, s'il n'était pas arrivé l'accident qui est arrivé puis qu'il décède, je pense que j'aurais étiré la sauce aussi. J'aurais continué à boxer beaucoup plus longtemps. Peut-être que je boxerais encore aujourd'hui, puis c'est ça, puis ça m'aurait laissé clairement des séquelles encore plus grave. Puis, lui, justement, ça a été un apprentissage très difficile, mais quand même un gros apprentissage par rapport à la vie, qu'on n'est pas invincible, justement, puis que, ça m'a quand même frappé très solidement qui décède. Puis pour moi, c'est comme j'ai basé ma carrière un peu en parallèle avec la sienne. OK. Ouais. Donc, ça a été une grosse perte. Je sais pas si tu te rappelles du boxeur Gaetan Hart. Ouais, très bien. Lui avait blessé mortellement deux boxeurs. Ouais. Puis on se questionne. Lui en avait parlé beaucoup à l'époque de l'impact que ça avait eu sur lui, mais souvent on se questionne pas beaucoup sur les boxeurs qui blessent gravement un opposant ou qui s'entraîne le décès. Toi, as-tu connu des gens dans ton entourage, des boxeurs qui ont blessé sérieusement d'autres? Parce que c'est quand même... Vous voulez battre l'adversaire, mais vous voulez pas le tuer. Là, non, exactement. Même si le but, c'est quand même de créer une forme de commotion. Commotion cérébrale. Ben moi, il y a mon adversaire Adam Braidwood, contre qui mon avant-dernier combat, que je me suis fait knocker, j'ai une perte de conscience, puis lui, après, est allé se battre contre je me rappelle plus du nom de son adversaire, mais il a tué son adversaire après mon combat. Dans le fond, le combat par la suite, lui, il a tué, puis on dirait que ça dépend toujours de chaque personne. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui réalisent pas non plus l'impact que ça peut avoir. Aussi d'avoir conscience que ce que tu fais à quelqu'un d'autre, tu peux te le faire faire aussi. Moi, c'est le fait justement que mon meilleur ami, ça lui soit arrivé. J'étais beaucoup dans le déni, mais après ça, je me suis dit, crime, si ça est arrivé à lui, ça peut m'arriver à moi. Puis donc, il est arrivé d'autres histoires qu'on a entendu parler aussi, la boxeuse mexicaine, tout ça. Fait que, je me suis dit, ma vie vaut plus que ça pour une coupe de 1000, de peut-être risquer de perdre la vie. Puis aujourd'hui, je suis très content, justement, d'avoir pris ma retraite puis d'avoir été capable de dire, OK, c'est assez. Tu parlais d'argent, tu parles des bourses. C'est pas des grosses bourses, même pour un boxeur de haut niveau comme toi, là. J'avais comme peut-être 15 000 $ en tête, comme plus grande bourse. Ouais, autour de ça. OK, donc faut... c'est parce qu'en même temps aussi, moi, j'avais pas de promoteur. Quand t'as des managers ou quelqu'un qui négocie un peu plus pour toi, nous autres, on l'a appris à la dure, comme je disais. On a des 15 000, 20 000, on s'imaginait, on dirait que c'était comme beaucoup passé tout d'un coup, mais en même temps,
après coup, tu te rends compte que crème, c'est rien. Non, c'est ça. Quand tu t'es entraîné pendant... Exactement. Quelques mois, 3 mois pour un combat. Puis aussi, ben c'est ça. Aujourd'hui, je ferais les choses complètement différemment. Puis c'est sûr que quand tu as un promoteur, quand tu as une meilleure équipe, tu sais, j'en veux aucunement à mon coach de l'époque, François, mais tu sais, je me rends compte que aussi on aurait pu négocier beaucoup plus à la hausse les bourses. Ben okay. Oui, quand je suis allé en Angleterre, c'était un gros combat pour un titre du Commonwealth contre Lucas Brown. Selon moi, j'aurais pu avoir au moins 35-40 000, si c'est pas 50 000 pour ce combat-là. Puis finalement, j'ai eu 15 000 cash. Tu sais, c'est n'importe quoi. OK. Quand même. Ouais. Puis, as-tu l'impression d'être arrêté au bon moment ou un peu trop tard? 100%, non. Okay. Ben, peut-être un combat, tu sais, il y a 2 combats peut-être que j'aurais pu dire que j'arrêtais, tu sais, après mon combat à Toronto, où je suis allé comme 4 fois au tapis contre Dylan Carmen. Okay. C'est tous les combats que je parle aussi, vous pouvez voir ça sur YouTube. Mais, tu sais, c'est difficile pour moi de dire est-ce que je suis allé trop loin parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de séquelles. Fait que moi, selon moi, j'ai arrêté au bon moment. C'est sûr qu'une commotion, c'est toujours une commotion de trop. Mais en même temps, tu sais, je suis allé au bout quand même, tu sais, de ce que j'avais à vivre. Je pense que d'avoir étiré ça encore, ça aurait été trop. Mais j'ai quand même pu faire un dernier combat au centre Vidéotron aussi, devant mon monde. Faire un petit discours dans le ring, puis tu sais, finir ça sur une note positive. Donc, pour moi, c'est correct, puis j'ai pas de regrets, puis j'accepte j'accepte la carrière que j'ai eue, puis comment ça s'est terminé. Est-ce que c'était comme une progression vers la fin de ta carrière, qu'à chaque combat, est-ce que tu arrivais sur le ring un peu hésitant, en disant « Est-ce que je devrais le faire, celui-là? » Avais-tu peur un peu, ou... Ben, une fois qu'on est là-dedans, on ne pense plus à ça. Exactement. Okay. Puis on a un petit peu... Moi, j'avais malheureusement un peu la pensée magique. Okay. Tu sais, c'est comme si je m'imaginais « Ah, je suis un bon gars, je travaille pour la DPJ, je fais les bonnes... » Il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien. Mais alors que c'est aussi sur mon éthique de travail qu'il aurait peut-être fallu que je travaille... Tu sais, que je mette un peu plus l'emphase sur la rigoureuse honnêteté envers moi-même, mais aussi... sur ma discipline personnelle entre mes combats. OK. Puis, tu parles beaucoup de ta mère dans le livre, de ta relation, puis elle, est-ce que, manifestement, elle devait pas être très contente que tu boxes, mais en même temps, elle devait être fière, puis elle voyait que tu aimais ça, puis... Ouais, exact. C'était quoi, Ça a été tout un processus encore là, de lui faire accepter le fait que je voulais faire de la boxe. Par la suite, c'est devenu ma fan numéro 1, mais elle a vu tout le travail que je faisais. Même comme je sais que dans le livre, je mentionne à un moment donné un texte qu'elle avait écrit sur son Facebook. Ma mère écrit jamais aucune publication, mais à la suite d'un combat, de ma première défaite professionnelle, c'était mon 8e combat pro. Il y a beaucoup de monde qui me dénigrait pis tout ça, puis elle a pris la peine d'écrire pour dire regarde, mon fils il travaille, il s'entraîne fort, puis c'était vrai aussi, puis des fois le monde n'a pas conscience de tout ce que ça demande comme sacrifice. Puis c'est vrai pareil, parce que moi, j'avais pas de promoteur, je travaillais presque temps plein à ce moment-là. J'étais à la prison, j'étais-tu rentré au centre jeunesse? En tout cas, puis j'étais au centre jeunesse, je pense, puis je travaillais presque temps plein à travers les entraînements, puis tout ça, puis j'essayais de faire fitter mes trainings, puis avoir une autre entrée d'argent, parce que dans ce moment-là, je t'ai payé 2500$ par combat à peu près. Fait que c'était rien, là, c'est comme si c'était bénévole. Exactement. Fait que, tu sais, je payais pour boxer, pratiquement. Exactement. Fait qu'il fallait que je travaille en même temps. Fait que c'était pas évident. Puis ma mère, ça, elle savait. Puis elle était consciente de ça. Fait que pour elle, tu sais, ça l'enrageait de voir que du monde qui me dénigrait puis qui pouvait dire, mettons, ah, Eric, c'est un jambon, peu importe. Okay. Mais, tu sais, c'est sûr que ma mère, elle m'a toujours suivi dans ma carrière. Puis elle a toujours été là pour moi. Ça fait que, tu sais, ma mère est fantastique. Même si, des fois, c'était pas tu sais, ça n'aurait pas été son choix à elle. Elle aurait aimé mieux, probablement, que je fasse un autre sport ou que je me donne encore plus dans mes études, là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on se remet d'un chaos, mettons? Là? Quand le tapis, là, on voit les gens qui font une conférence de presse parfois, puis ça n'a pas l'air très bien. Là, mais ça prend combien de jours, combien de semaines avant de se remettre de ça? Ben, c'est peut-être plus toi qui pourrais me répondre. Non, en fait, moi, je ne fais pas de commotion cérébrale, mais j'en ai déjà fait. J'en ai parlé dans les balados, j'en ai fait quelques-unes au hockey, là, des commotions cérébrales. Ouais. Puis comme tu sais sûrement, à l'époque, il y a 20 ans ou 30 ans, une commotion cérébrale au hockey, le traitement, c'était de sauter un tour. Oui, exactement. Mais comment on se sent, mettons, là, les maux de tête puis les étourdissements, ça dure combien de temps, ça? Ou c'est... Ouais, ça, c'est honnêtement, puis je suis content aussi que la médecine, aujourd'hui, se penche plus sur la question, parce que je me suis rendu compte que, tu sais, premièrement, moi, j'étais zéro à l'écoute de mon corps. Quand je faisais une commotion cérébrale, souvent... les symptômes, puis ce que je vivais, on dirait que je voulais plus fuir, tu sais, l'état réel dans lequel j'étais. Okay. Puis c'est là que j'ai commencé un peu à m'auto-médicamenter pour me sentir bien. Mais tu sais, c'est fait que je pense qu'une commotion cérébrale, tu sais, c'est d'écouter son corps, chose que je faisais pas. Puis peut-être que, justement, ils me suspendaient, mettons, les médecins me suspendaient 1 mois ou aller jusqu'à 3 mois que je pouvais pas me battre. Mais tu sais, après ça, c'est du repos, puis c'est prendre soin de soi, prendre soin de soi. Mm-hmm. Mais je pourrais même pas dire aujourd'hui combien de temps que ça prend, tu sais, pour se remettre d'une commotion cérébrale. Moi, je me rappelle avoir fait des combats ou même aller être du temps que j'étais amateur, aller faire une compétition, revenir, puis qu'un de mes chums, ben c'était mon coloc à l'époque, me dit... Crème Eric, ça paraît que t'es pas le même. Là. On te parle au resto, on était à Cage au Sport dans le temps à Charlebourg, je me rappellerai toujours. Il m'a dit, Crème, t'as un lag. Je te pose des questions, puis t'as un lag. Mais avais-tu été knockouté lors de ce combat-là? Ouais, ben, pas knocké. Pas nécessairement, mais frappé solide. J'avais fait un gros combat contre un gars de la France, puis quand je suis revenu, je me sentais justement un peu bizarre. Puis, mais tu sais, j'étais pas à l'écoute encore là de mes comment je me sentais réellement, là, mon senti. Là. Quand même. Puis les commotions cérébrales à l'entraînement, j'ai certains contacts ou certaines informations qui me disent que ça survient. Souvent, les boxeurs n'en parlent pas. Parce que trop régulièrement. Si tu te fais assommer une semaine avant un combat, c'est ça. Les gens n'en parlent pas souvent. Finalement, les gens arrivent fragiles. Fragilisés, c'est sûr. Moi, je me rappelle aussi d'avoir mis les gants avec des gars... Oscar Rivas, qui était champion du monde WBC par la suite. Après, j'ai Bogdan Dinu, c'est un gars de l'Ukraine. Pas l'Ukraine, le pays de Lucian Boutet, la Roumanie, un Roumain. Puis, tu sais, de m'être fait sonner à l'entraînement. Puis, j'avais un combat pas longtemps après. Fait que c'est sûr que ça a eu des impacts, ça, c'est certain. Puis, aujourd'hui, je pense que il y a une meilleure éducation qui est faite dans les gyms de boxe pour dire, tu sais, faites plus attention, plus du light touch qu'on dit, là, travailler plus léger. Mais c'est clair qu'il y a quasiment une rééducation à faire parce que c'est un milieu que les gens veulent avoir l'air tough. On dirait que c'est important, t'as l'air solide, puis l'ego, l'orgueil personnel. Ça fait que il y a un côté, un petit coq un peu, le gars qui met quasiment les autres knock-out dans le gym. Mais ça peut avoir un impact, malheureusement, sur la tête, puis sur tes résultats, puis
tes efforts là, après là, tes combats. Mais l'entraînement d'un boxeur professionnel aujourd'hui, là, à l'entraînement, est-ce qu'il y a des coups à la tête ou on a oui. OK, je pensais qu'il n'y en avait pas. Non, il y en a encore en masse. OK, il me semble que j'avais entendu qu'il n'y avait pas de... Ah ouais? Ce qu'on appelle le sparring, c'est ça? Sparring, exactement. Il y a encore des coups à la tête. Oui, en masse. OK. C'est sûr. Tu vois, c'est bon. Ouais. Mais puis l'histoire là, de se faire frapper à la tête pour s'habituer, tout ça, c'est n'importe quoi, cette histoire-là. N'importe quoi. OK. N'importe quoi. L'histoire de dire qu'il y a des boxeurs qui ont le menton plus solide que d'autres, crois-tu à ça, toi? Ou Ben oui, je pense qu'il y a des gars qui sont capables de résister plus à certains coups puis à des impacts, mais il n'y a pas personne qui peut s'habituer à ça, puis jusqu'où ça peut aller. Je pense que justement, tranquillement, la science se penche de plus en plus sur ça. Moi, je suis pas un professionnel, mais quand même, de ce que je peux voir, c'est que le cerveau humain a des limites, puis... il y a des, justement, quand tu travailles, moi, ce qui me fait peur, pour vrai, à long terme, c'est beaucoup les maladies dégénératives. Fait que, je veux pas me retrouver à 50 ans avec un début de Parkinson ou même de commencer à être sénile, comme on a vu le film Commotion, où il y a des autant les boxeurs, les joueurs de football, les gars au hockey, on le voit, il y a beaucoup de bagarreurs. Chris Simon, encore, qui vient de s'enlever la vie. Où que les gars font des grosses dépressions ou que justement ils s'automédicamentent avec différents produits, les médicaments ou ben la drogue, puis finalement ils se retrouvent à s'enlever la vie, ils se suicident. Fait que moi c'est plus ce côté-là qui me fait peur, puis que pour ça que je minimise plus du tout les coups à la tête puis les commotions cérébrales. Pour moi, même si je suis pas un expert de la santé, je sais que ma priorité c'est ma santé. Les gens que tu entraînes, toi, là, la boxe que j'appellerais récréative, d'ailleurs, on se disait avant de commencer, ça fait longtemps que je voulais aller essayer ça. Ça, il n'y a pas de coup à la tête. Non. Ça, c'est pas toléré, ça. Ben, c'est-à-dire qu'on peut faire un petit sparring d'entraînement, mais très léger, où il n'y a pas d'impact réel. Puis le but là-dedans, c'est d'avoir du plaisir, puis qu'on sort de là avec le sourire, puis qu'on se dit, crème, j'ai travaillé fort aujourd'hui, mais il n'y a pas d'étourdissement où tu n'as pas de la difficulté à conduire ton auto après. C'est ça. Fait que moi, c'est vraiment ça. Maintenant, je priorise beaucoup l'entraînement par la boxe, puis ma clientèle, parce que je donne des cours de boxe aujourd'hui, va plus vers ça. Oui, j'ai des jeunes qui veulent monter au niveau de la boxe amateur, puis un jour, ils veulent passer pro, mais ça, quand même, je les mets en garde. Puis, j'essaie de leur faire prendre le plus possible conscience des risques qu'il peut y avoir. Puis, justement, avec un livre comme j'ai écrit, ou mon parcours quand je parle dans les écoles, ou même avec ces jeunes-là que j'entraîne, mais je leur fais voir la réalité, puis je leur dis les vraies choses, et non pas, j'essaie pas de leur cacher, que, non, il n'y a pas de risque, si tu fais ci, ça, tu vas être plus solide. Non. C'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je m'étais gardé des notes, j'hésitais entre deux chiffres sur le nombre de commotions cérébrales que tu considérais avoir fait. J'avais écrit 6 à un endroit, 20 à l'autre. Ouais. Est-ce qu'on a un chiffre? Pour vrai, ça me fait peur un peu de dire ben moi je pense plus de 10. OK. Mais encore là, c'est de définir qu'est-ce qui est une commotion, qu'est-ce qui en est pas une. Il y en a qui vont dire plus facilement, aussitôt que tu as un flash, aussitôt que tu vas au tapis, c'est une commotion cérébrale. Donc, pour moi, ça commence à en faire plusieurs. OK. Puis, gardes-tu des séquelles aujourd'hui de ça? Ou, des maux de tête? Ou des... Non, je crème. Dieu merci. Moi, je ressens aucune séquelle. OK. Je pense que en ce moment qu'on se parle, je pense pas que ça va bien. OK, super. Fait que, mais, pour que je fais souvent cette farce-là, mais je pense que j'ai une bonne élocution, un bon parler, j'ai une bonne mémoire aussi. Fait que j'essaie aussi de continuer à travailler mon cerveau puis ma tête. Je fais beaucoup de lecture maintenant. Ce qui m'aide pour ma concentration puis mon focus, c'est la lecture. Donc, j'essaie de lire le plus de livres possible. Aussi, bon, c'est sûr que mon hygiène de vie a un grand impact. Je pense que j'ai bien récupéré de peut-être les séquelles que j'avais auparavant. Maintenant, ça va faire 5 ans que je suis sobre. Puis, je mets la course à pied. Il n'y a plus d'impact au niveau de ma tête ou pratiquement pas. Parce que des fois, je vais faire des petits sparring avec des amis, mais très légers. Sauf que, justement, d'avoir une bonne hygiène de vie, ben ça fait toute la différence. Puis, on dirait que toutes mes neurones,
se sont ressoudés, là, je sais pas si c'est le bon terme, mais parce qu'on voit des gens qui font des fois des ACV ou qui peuvent avoir une partie du cerveau qui arrête de fonctionner, mais finalement, les circuits vont se reconnecter autrement. Donc, je me dis, ça peut être un peu la même chose dans mon cas. Là. Donc, j'essaie justement d'avoir la meilleure hygiène de vie possible, de faire des choix intelligents, justement, pour être le plus en forme. Si tu te cognes, on se cogne parfois la tête dans la maison. Là, toi, t'es grand, là, tu dois t'accrocher de temps en temps. Vas-tu comme être plus étourdi que ce que tu t'attendrais? Ou pas vraiment? Non, pas vraiment. J'ai pas donc, t'as récupéré complètement. 100%. Toi, c'est intéressant parce que moi, j'en ai fait quelques-unes au hockey, mais pas de la même envergure. Là, mais j'ai tout le temps une petite céphalée, là, un petit mal de tête. C'est peut-être pas ça non plus. Là. C'est peut-être pas. C'est peut-être d'autres choses. Écoute, boire beaucoup d'eau. Écoute, parfait, on va faire ça. Est-ce que penses-tu que la boxe est un sport qui pourrait disparaître ou c'est trop gros, c'est beaucoup d'argent derrière? On a entendu souvent parler, mais je pense que c'est un peu comme c'est tellement politique, puis c'est tellement justement c'est trop gros, il y a trop d'argent, il y a trop de milieux qui sont concernés. En tout cas, je pense que je peux le dire, là, le milieu criminalisé, il y a le milieu politique aussi, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte qui font en sorte que la boxe partira jamais, en fait, je pense. Puis l'être humain est restant l'être humain, tu sais, l'agressivité puis la violence, il y en aura toujours. C'est comme de dire, OK, mais aujourd'hui, il faut plus qu'il y ait personne qui se batte ou quoi que ce soit dans les bars, tu sais. Je pense que quelqu'un va tout le temps trouver à pogner une heure puis à se battre peut-être. Donc là, c'est juste que c'est encadré, il y a des règles. Je pense que le milieu de la boxe doit changer, il y a certaines choses qui doivent changer. Peut-être aussi à un certain niveau d'être plus sécuritaire, même au niveau professionnel. J'ai vu encore hier qu'il y a un Congolais qui est mort. Je sais pas, j'ai pas bien lu tout, là, mais je sais qu'il y a encore un boxeur qui est décédé. Donc je pense que c'est plus de mettre peut-être des règles plus strictes pour protéger. Mais en auto, il y a quelqu'un qui peut mourir quand même d'un accident. Donc, le risque zéro sera jamais présent. Il va toujours avoir des risques. Mais une fois que tu sais que ça peut t'arriver, puis tu décides d'y aller quand même, ben, tu sais, let's go. Maintenant, prends juste les meilleures précautions possibles pour que tu aies une bonne carrière puis que tout se passe bien. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Okay. Tu enseignes la boxe, là. J'aimerais ça que tu me parles un peu de cette facette. On en parlait avant de commencer. D'abord, c'est un excellent sport pour d'entraînement. Là, si on fixe que. Donc, arrêtons de parler des coups à la tête parce qu'il n'y en a pas pour la boxe récréative. Donc, qui prend des cours de boxe? Je dirais que les gens qui peuvent prendre, c'est tout le monde. En fait, c'est vraiment tout le monde. Puis après ça, c'est de trouver. Qu'est-ce qui est le plus productif ou qu'est-ce qui est le mieux pour soi, parce que je pense qu'un jeune qui joue au baseball, qui joue au soccer, qui fait qui fait du hockey même, peut venir faire de la boxe pour améliorer sa coordination, ses réflexes, être plus explosif. Donc il y a ces jeunes-là. Il y a aussi monsieur d'une cinquantaine d'années qui, lui, il est tanné d'aller dans un gym. Ça, c'est moi, ça. Exact. Veut faire un entraînement qu'on peut appeler croisé. Lui, fait de la course à pied, mais aussi, des fois, en l'hiver, veut garder son cardio ou peut venir faire de la boxe. J'ai la madame qui, elle, veut perdre du poids.
qui veut se mettre d'être plus active, mais qu'elle aussi est tannée d'aller faire du Zumba ou quelque chose. Fait qu'elle veut essayer un nouveau sport, vient faire de la boxe 1-2 fois semaine. Puis c'est justement, c'est tout le monde qui peut venir qu'à faire de la boxe pour se mettre en forme. Puis il n'y a pas de risque, tu sais, justement, si tu travailles sur un sac, tu travailles sur des pads, puis c'est pas, tu vas pas faire un combat vraiment contre quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, c'est puis faire la corde à danser, beaucoup la coordination. Puis j'ai même vu beaucoup d'études sur les personnes qui ont du Parkinson ou que peu importe la maladie, même dégénérative, qui peuvent venir faire du sport, le sport de la boxe pour améliorer justement. J'ai fait, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai fait un balado avec Dr David Fortin qui est neurochirurgien à Sherbrooke, puis qui a écrit quelques livres sur le cerveau. Puis il y a un rôle de l'activité physique pour maintenir un cerveau en santé. L'image même l'image que moi j'avais lorsque j'étais jeune du cerveau, c'est que à partir du moment où le cerveau existait, ça faisait juste se dégrader jusqu'à notre mort, mais c'est pas vrai. Comme tu parlais des synapses tantôt, puis spontanément ce que tu dis, c'est ça. Le cerveau est malléable, le cerveau se régénère, si on veut. Puis lorsque quelqu'un est en train de boxer, puis comme tu parlais de coordination, ça stimule le cerveau. Il y a des nouvelles connexions qui se font, donc c'est tout à fait vrai. Mais mettons, moi, je vais te voir là pour... je veux faire de la boxe. Tu me commences comment, là? Tu commences par me faire quoi? C'est quoi la base? La base, c'est quelqu'un qui est vraiment zéro en forme. Mettons que je suis un peu en forme, mais je connais rien à la boxe. Là, je vais te donner les coups de base. Montrer les coups de base, mais moi, je suis beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. Dans le sens où je vais t'expliquer vite fait, mais je vais te faire travailler. Plus, c'est beaucoup un sport. C'est un sport de répétition. Fait que c'est de répéter pour que ça devienne inné, parce que c'est pas des mouvements qui sont naturels, qu'on appelle. Donc, justement, ça va être de travailler le jab direct, les crochets, puis d'y aller à ton rythme aussi, tu sais, de voir selon ta forme physique. Mais tu sais, on va varier, on peut faire un peu des circuits training aussi en même temps pour faire augmenter ton cardiovasculaire, des intervalles. Mais tu sais, ça va être beaucoup avec le haut du corps, mais aussi avec le bas du corps. Travailler la coordination avec des échelles pour les pieds. C'est ça, mais c'est sûr que on fait travailler, tu sais, il y a comme un noyau de base où ce que tout le monde fait un peu la même chose. Puis par la suite, tu sais, ça va être d'augmenter le rythme, puis d'augmenter l'intensité, puis tout ça des exercices. Puis pour avoir du plaisir, moi, si je vais m'entraîner avec toi, c'est de viser 2-3 fois par semaine? Parce que j'imagine qu'une fois par mois, c'est un peu inutile. Non, c'est au moins une fois par semaine, je dirais, pour que ça vaille au minimum. Tu sais, quelqu'un qui est déjà actif, qui fait déjà d'autres sports, quelqu'un qui ferait juste ça, mais là, je dirais de venir au gym au moins 3-4 fois par semaine. Tu sais, mais dans le gym, sans prendre nécessairement des cours privés, mais mettons un cours privé, mais sinon faire des entraînements de groupe au moins 3 fois à semaine. Est-ce que les gens qui sont à ton Nordic Fight Club, les gens qui vont à ton école, est-ce que les gens peuvent, est-ce que c'est un abonnement? Est-ce qu'on peut y aller finalement s'entraîner seul? Oui. Parce qu'on aura comme un abonnement comme un gym, c'est ça? Oui, exactement. En fait, au Nordic Fight Club, on a plusieurs sports de combat. Donc, puis les entraînements sont très variés, là. Mais c'est de trouver, selon l'horaire, justement, quelqu'un peut venir faire du jiu-jitsu le lundi, la boxe le mardi, puis du Muay Thai le mercredi, peu importe. Puis c'est ça, de varier. Puis en même temps, c'est un abonnement. Donc, puis ça donne accès à tous les sports de combat, puis aussi à l'entraînement libre. Quelqu'un qui a un après-midi, rien à faire, mais il voudrait venir juste taper un peu dans le sac, peut le faire aussi. Tu parlais des bénéfices peut-être pour le joueur de hockey ou autre d'aller faire de la boxe, puis ça, c'est... j'ai fait un balado avec Pierre Lavoie aussi il y a quelques semaines, qui va être en ligne bientôt, puis c'est quelque chose qui avait été négligé dans le passé. Tu avais, mettons, un bon joueur de hockey à 7-8 ans, le petit garçon commençait, il ne faisait que du hockey. Puis là, les gens disent maintenant, ce n'est pas bon. Là. Il ne faut pas spécialiser trop jeune, parce que... faut développer d'autres aptitudes. Mais au début, c'était peut-être pas naturel de penser que ce serait bon peut-être pour un joueur de tennis d'aller faire de la boxe. La réponse, c'est que c'est probablement bon parce que ça va chercher d'autres choses, d'autres aptitudes. La dextérité, puis même des fois la confiance aussi. Puis moi, j'ai un jeune là, que je coach, là, Xavier, lui, il joue midget 3A, il est goaler, puis la boxe l'aide énormément pour les réflexes,
Puis justement, sa vue d'ensemble, tu sais, de voir, tu sais, les coups, d'être capable de bouger, tu sais, c'est la même chose qu'avec la rondelle quand elle arrive, l'avoir arrivé. Donc, puis lui, tu vois, là, il va être repêché justement à junior majeur, là, probablement. Puis il a commencé l'an passé la boxe avec moi, puis on sait très bien, tu sais, puis quand j'en parle avec son père, que ça l'a grandement aidé justement à son développement. OK. Mais toi, si tu as un jeune dont la boxe est le premier sport, puis qui te demanderait, Éric, quel autre sport je devrais faire? Tu suggérerais quoi? C'est une question piège, peut-être? Non, pas piège, je dirais la natation. OK. La natation, j'aurais pas dit ça. Non. Ben, la natation, oui, je pense que c'est très bon, très, très bon, justement, parce que ça n'a pas de choc, ça n'a pas d'impact sur les articulations. Okay. Parce que veut pas, quand on boxe, on donne beaucoup de choc au niveau des poignets, des coudes. Fait que je pense que la natation, c'est vraiment super bon pour travailler aussi le cardiovasculaire, sa respiration. Puis sinon, ben quelqu'un peut faire jouer au soccer aussi, des sports d'intervalle, même jouer au hockey. C'est super bon parce que ça travaille le cardiovasculaire. OK. Les blessures les plus fréquentes à la boxe, si on enlève les commotions cérébrales, les choses les plus à risque, fractures du poignet, les mains? Les poignets, moi je me suis disloqué le poignet, j'étais obligé d'aller voir un spécialiste de la main. Puis à l'époque, même c'était un peu délicat, et il m'a dit... On va laisser ça comme ça, on va pas t'opérer. Puis maintenant, ça fait, je peux montrer, là, ça fait 15 ans et plus que j'ai cette blessure-là. Ça s'est soudé un peu comme ça. Mais ça m'a laissé une grosse bosse. Puis éventuellement, si je viens qu'à faire de l'arthrose ou quelque chose, je pense que je vais être obligé peut-être de... Je sais pas si on voit, là. On voit, la petite bosse, effectivement. Comme ça ici. Fait que plus je lève, plus ça fait. OK, quand même. Ouais, quand même. As-tu de la douleur? Aucune douleur. OK. Mais c'est vraiment une luxation... chronique, là. Non traitée. Non traitée, puis ça l'a ressoudé comme ça. Il m'a dit de laisser ça comme ça. À suivre. À suivre, exact. OK, mais écoute, si t'as pas de douleur maintenant, j'aurais tendance à penser que... J'aimerais ça que tu me parles d'une autre de tes passions, c'est de t'occuper des jeunes. Ouais. T'as comme plusieurs vies, là, dans exact. plusieurs gros blocs, là, donc peut-être, puis on va finir après peut-être par la course à pied. Là, donc, parfait. Mais si tu me parlais des jeunes, puis ton intérêt à t'occuper des jeunes, puis... ben, je pense que ça me vient du fait que, justement, moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, je m'en était monoparental, puis j'ai pas eu de... Tu sais, j'ai eu un modèle aussi, c'est Stéphane Turcot, là, j'ai eu un grand frère. Le journaliste. Journaliste, qui est aujourd'hui à TVA, à l'époque à TQS. Puis, justement, moi, ça m'a beaucoup aidé, justement, à me bâtir comme personne, puis d'avoir un modèle positif dans ma vie. Puis, justement, je me suis rendu compte que des fois, il y a des jeunes, tu sais, qui en ont pas de modèle, puis l'influence, quand tu es influençable ou quelque chose, mais ça peut te faire dévier de la bonne trajectoire. Donc, on dirait que moi, comme ça, c'est venu petit à petit au fil du temps où j'ai décidé de vouloir faire une différence auprès des jeunes. Le fait, c'est sûr, de travailler pour la DPJ, ça l'a grandement influencé, mais aussi de le faire par moi-même, parce qu'avec la DPJ, c'était pas évident toujours de pouvoir faire une différence, parce que c'est un système, là, sans vouloir dénigrer, là, c'est juste que des fois, c'est une grosse machine. Exactement, c'est pas toujours facile. Donc, par moi-même, ben j'ai dit, avec la boxe, tout ça, pour coacher, j'avais parti avec Motivation Jeunesse, on avait parti un programme de parascolaire, donner des cours de boxe à des jeunes après l'école, à l'école Vanier, qui est quand même un milieu défavorisé. Puis à l'époque, j'ai rencontré justement des gens, Prince Espoir, son frère Karim, qui sont des jeunes Congolais, qui sont arrivés ici par l'immigration. Puis ça m'a vraiment comme incité à les prendre plus sous mon aile, puis essayer de les aider à se développer, puis à grandir. Fait que ça, c'est pas quelque chose que je parle énormément, mais j'ai tout le temps resté dans leur vie, puis proche d'eux. Puis aussi, par l'entremise, j'ai commencé à aider d'autres jeunes aussi avec la boxe, puis essayer justement de leur montrer un modèle positif, même si des fois, à l'époque, j'étais pas tout le temps le meilleur modèle, mais eux s'en rendaient pas nécessairement compte. Là. Les conférences dans les écoles. Les conférences aussi dans les écoles, mais c'est sûr, ça aussi, c'est un autre volet qui est apparu, de pouvoir aller conscientiser des jeunes, parler un peu de mon vécu, puis essayer de leur faire prendre le meilleur chemin possible. As-tu comme des conférences déjà montées un peu dans ta tête, ou selon ton auditoire, où tu arrives, puis
un peu Ouais, j'ai naturel une comme base. tu peux l'être là. Ouais, c'est un peu naturel comme je suis là, mais j'ai une base quand même toujours qui est solide, où ce que je commence de parler de où je viens quand j'étais jeune. Ma trajectoire, je passe beaucoup par ma trajectoire de boxe, puis pour aller à différentes étapes de ma vie. Puis par la suite aussi, j'essaie de faire ça un peu sous forme de discussion pour que les gens puissent me poser des questions tout au long de la conférence. Fait que c'est jamais pareil, même si la base est là. Après ça, ben, c'est selon l'intérêt des gens puis qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Okay. Est-ce que tu dis non parfois? J'ai l'impression que tu ne dois pas dire non souvent. Non, non, je dis pas non. Puis, tu sais, j'essaie d'être le plus vrai possible. C'est drôle parce que moi, je laisse de realist, mais j'essaie d'être le plus vrai possible. Puis, tu sais, je me dis, garde, plus que je dis la vérité, je fais les bonnes choses, j'ai rien à cacher. Okay. Rendu là, tu sais, est-ce que ça peut me nuire à long terme? Je penserais pas. Tu sais, comme je dis, qu'est-ce que les gens ont à savoir, même mes employeurs. Tu sais, au début, j'avais peur de parler des vraies choses parce que je me disais, hey, mon employeur, tu sais, vas-tu mal le prendre? Puis au contraire, tu sais, j'ai reçu un certificat de la part du CIUS pour me féliciter justement, puis que j'allais pouvoir en aider encore plus. Tout à fait. Tout à fait. Tu te vois où dans 10 ans, là? Parce que je t'ai vu flirter un peu avec les politiciens, là. Ouais. Tu te verrais où dans 10 ans, disons? Ouais, dans 10 ans... Dans tes rêves les plus fous. Dans mes rêves. Ben, honnêtement, je me verrais conférencier, mais, tu sais, politicien, je pense pas, parce que je pense que t'es quand même limité dans tes possibilités. Moi, ce que je veux, c'est inspirer le plus possible les gens à faire des bons choix pour eux. C'est sûr que moi, je mets beaucoup la sobriété en avant-plan parce que ça a vraiment changé ma façon de vivre, mais ça m'a ouvert les yeux aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on est dans un monde de surconsommation à plein de points, puis comment la société va faire pour que, justement, te vendre toujours des produits ou des trucs parce que, tu sais, pour faire rouler l'économie. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement quelque chose que nous, on a besoin. Tu sais, c'est pour ton corps, puis être bien, puis heureux. Donc, sans vouloir aller contre la société, mais c'est plus de montrer que de faire des choix intelligents, puis tu sais, qu'il y a possibilité, justement, dans la vie d'être heureux, sans embarquer dans toutes les... Ben, j'appelle ça des pièges, mais dans ce que la société te propose. T'aurais-tu pensé, mettons, créer une fondation? Peut-être. Je me vois aussi en Afrique. Honnêtement, je me vois même peut-être pouvoir aider, parce que ma famille a des plantations en Côte d'Ivoire. Oui, on a vu ça sur Facebook. Exact. Puis on a une compagnie familiale. Donc, je me vois un peu aussi dans l'entrepreneuriat, c'est ça, dans différentes facettes où ce que je veux exploiter. Puis c'est sûr que des projets, j'en ai en masse, mais c'est ça qui me fait vivre, puis qui fait en sorte que je me lève le matin, puis que je fonce, puis je suis content. Tu es très présent sur les médias sociaux. Ouais. Est-ce que donc je vois souvent passer je sais pas comment la spirale de Facebook fonctionne, mais je vois beaucoup. C'est ça. Mais je vois beaucoup de tes publications. Ouais. Je me disais, est-ce que ça crée une certaine pression par rapport à la suite de ta vie, là, comme tu parles beaucoup de ta sobriété et tout ça, là, je me disais, on souhaite pas ça à personne, mais tu sais, si t'avais une rechute... Mais non, mais en fait, je me disais, c'est peut-être une façon de prévenir des rechutes. Je pense que oui. Ça te donne une visibilité. Tu dis, Éric Martel ne peut pas rechuter. C'est comme ça que je le comprenais un peu. Ouais, je me valorise beaucoup là-dedans. Okay. Je me valorise énormément là-dedans. Moi, en fait, il y a David Goggins, là, qui est un coureur qui a fait beaucoup d'ultramarathon, puis qui a fait le processus des Névicides, en tout cas que j'ai lu son livre, puis que pour moi, c'est vraiment une idole, une inspiration aujourd'hui. Puis, je me suis rendu compte que tu peux utiliser les réseaux sociaux pour... Moi, ce que je pose, c'est vraiment envers moi-même. Tu sais, c'est pas vraiment pour... Oui, ça inspire les gens, puis ça les aide, mais c'est plus pour que moi, justement, me solidifier, puis me cristalliser, si je peux dire, dans ce que je mets. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est pas de la bullshit. Puis, justement, je suis dans l'action, puis, justement, je mets, oui, la sobriété, la course à pied, puis je me fixe des objectifs, puis le but, c'est de les réaliser le plus possible. Mais c'est sûr que ça peut venir qu'à mettre une certaine pression, mais, tu sais, puis des fois, je m'interroge, je me dis, ouais, j'en mets-tu trop, j'en fais-tu trop? C'est sûr, sauf qu'en même temps, je me dis, regarde,
tu sais, c'est pas malsain. Non. Puis c'est juste, c'est dans le positivisme. Puis si quelqu'un, ça l'énerve, au pire, il m'enlève, puis ça finit là. Ben, je pense que ça doit aider plus de personnes que ça nuit, parce que j'ai vu des fois des témoignages de gens qui te lisent, puis qui vont pas bien. Exact. Puis qui finalement entreprennent une démarche à cause de toi. Là, ouais. Donc, écoute, je te dirais continue. Là, merci. Si ça te fait du bien, tant mieux. Puis tu fais du bien à un paquet de monde. C'est ça. Même moi, ça me fait du bien de te lire. Bon, tant mieux. Je me dis que je serais peut-être pas ici si ça t'énervait. Tu as mis la table pour le dernier segment de ta vie sportive, ou le plus récent, en fait, qui est la course à pied. Juste avant de parler de course à pied, ton poids et ta taille. Là, aujourd'hui, j'étais à 6 pieds 3, 242 livres. Puis quand tu as commencé à courir, tu étais à combien? Quand j'ai commencé... Pas loin de 300, pas loin de 300. Quand j'ai commencé, ça a été durant un peu la pandémie. À un moment donné, j'ai eu une pause où j'étais quand même très lean. J'étais 255 quand j'ai commencé vraiment. Mais là, j'ai rencontré ma blonde, puis on dirait que j'étais confortable. Puis j'ai monté jusqu'à 288 livres. Quand même? Ouais. Okay. Mais je courais tout le temps quand même. Mais tu mangeais beaucoup? Ouais, je mangeais énormément. Puis on dirait que côté alimentation, je faisais moins attention, beaucoup de sucre. Moi, j'avais un faible pour la crème glacée. Puis les biscuits au Tim Hortons, les petits biscuits... ça t'a permis de sauver une vie, par contre, aussi? Ouais, aussi. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est que, puis dans mon café, je prenais toujours un lait 3 sucres. Donc, puis ça, j'ai arrêté ça, le café. T'as arrêté le café au complet? Ouais, au complet. Puis je prenais tout le temps un lait 3 sucres. Donc, ça m'aidait pas. Puis j'ai pris du poids. Puis là, j'ai décidé de... Quand j'ai fait le marathon l'an passé de Québec, c'est là que ça m'a vraiment frappé. J'ai dit, crème, faut que je perde du poids pour être plus performant, mais mieux me sentir aussi pour ma vie, tu sais, dans ma vie en général. Là. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, j'étais à 242 livres, mais j'ai perdu presque... là, bientôt, j'espère perdre 50 livres en tout et partout. Mais c'est en l'espace de 3 mois. Là, c'est beaucoup quand même. Ouais. C'est pas trop vite, t'as pas peur? Je pense pas. Je mange bien, je bois juste de l'eau pratiquement, puis j'essaye de... Tu sais, après ça va être de maintenir ça, puis j'ai de l'énergie en masse. En masse? Ouais. OK. Parce que c'est vraiment pas le physique du coureur, là. Non, vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle a... T'as toujours couru comme boxeur, mais là, tu cours pour courir. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, disons, là? Ouais, c'est l'état mental. La discipline, peut-être? Ouais, la discipline, le fait, justement, de me lever le matin, puis que le monde sont encore couchés. Tu sais, c'est comme si, j'ai une longueur d'avance sur tout le monde. Tu sais, pour moi, c'est une fierté de me dire que je me lève à 5h15, 5h. Je m'en vais courir. Maintenant, je suis rendu à courir pratiquement tous les jours un 10 km le matin. Même. Fait que, tu sais, je me dis, pour moi, c'est vraiment une fierté de dire qu'aujourd'hui, moi, pour un gars de 242 livres, 240 livres, je suis capable de courir un 10 km pratiquement tous les jours le matin, puis d'arriver à job en forme, puis d'être souriant, puis qu'il n'y a pas personne qui trouve que j'ai l'air fatigué jamais, versus un peu mon ancienne vie où souvent j'ai l'air fatigué ou ça marchait pas. Donc aujourd'hui, c'est ça. Puis la course à pied en même temps m'amène à pouvoir relever des nouveaux défis, d'avoir changé aussi mon entourage, puisque maintenant, tu sais, les gens à qui je parle, il y en a beaucoup qui courent, mais un de mes bons chums, mes 2 chums aujourd'hui que je parle le plus souvent pratiquement, mais eux autres aussi courent énormément. On va faire le marathon d'Ottawa ensemble. Fait que pour moi, c'est ça. C'est une façon aussi de me lancer des nouveaux défis, puis d'être fier de moi là, à chaque jour. Okay. As-tu, à certains égards, peut-être remplacé une dépendance pour l'autre? Une dépendance qui est plus saine un peu? Parce qu'il y a une dépendance à l'activité physique. Là, j'ai lu là-dessus. Les gens qui font de la course savent les endorphines, là, puis l'espèce le bien-être qui est après l'activité physique. Le jogging, c'est très fort, là, je trouve, par rapport à d'autres. Oui, assurément. Assurément. On est dans une espèce de zone. Là, parce que je pousse les limites souvent aussi, puis je me sens quasiment bien dans l'inconfort, dans la douleur, tu sais, rendu, c'est quand, c'est là 2 semaines, j'ai fait 30 km, tu sais, mais, puis là, à un moment donné, tout ça, mais tu sais, c'est juste de continuer, puis ton cerveau te dit arrête, mais toi, tu continues quand même, puis justement, c'est sûr qu'il y a un côté, quasiment, tu sais, qui est dépendance, mais comme on dit, c'est positif. C'est une belle dépendance. Exactement, puis ça me permet de relever des nouveaux défis, puis
tu sais, j'aurais jamais pensé ça, de me rendre où ce que je suis aujourd'hui à faire des distances comme ça. Puis là, tu n'as pas de douleur spécifique, disons, articulaire? Aucune. OK, c'est fantastique. Ouais. As-tu pris des cours de course ou t'as juste mis des souliers et t'as commencé à courir? Ben, en fait, c'est Blaise Dubois qui a sorti le livre La clinique du coureur. Puis ça a été un peu mon physio aussi à quelques reprises dans ma carrière de boxe, là, justement, parce que des fois, j'ai un problème avec ma bandelette là, sur le côté de la jambe droite. Puis il m'a comme réveillé un peu ce livre-là. Quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a fait prendre conscience que malgré mon poids, ma stature, j'étais capable, mon corps allait s'adapter, justement à force de faire de la répétition, puis de continuer, puis malgré des fois des petites douleurs, continuer à le faire, puis c'est ça, ton corps s'adapte. Fait que, pas des grosses douleurs, mais des petits trucs des fois que, tu sais, il dit de continuer quand même, alors que d'autres vont penser d'arrêter. Pour le repos. Pour le repos, c'est ça. Puis c'est comme ça que je suis venu à ça. Puis aujourd'hui, ben, je me suis pris un entraîneur. Okay. J'ai un entraîneur qui s'appelle Yves Saint-Louis qui, lui, fait ma programmation, comme là, tous mes programmes d'entraînement pour aller jusqu'au marathon d'Ottawa. Alors, ton objectif de temps au marathon d'Ottawa, on en a parlé tout à l'heure, là. On vise quoi? J'aimerais ça le faire en 3h50. En 4h, non, je vais être plus... en bas de 4 heures. Ouais. On va y aller. En bas de 4 heures. Est-ce que tu divises ta course en 2 segments égaux ou tu vises rentrer le premier demi, je sais pas, à 1h45 pour dire quelque chose? Ou, ben c'est sûr qu'après 21 km, là, je vais pouvoir voir comment je me sens. Si j'étais à 2 heures environ, en bas de 2 heures pour la première partie, ben, je vais être satisfait, puis je vais essayer de juste maintenir le rythme que j'ai. Mais c'est sûr que je vais pas pousser trop rapidement au départ, parce que justement, on sait qu'à un moment donné, ça peut casser assez rapidement. Là. C'est ça. Fait que c'est juste d'être constant, maintenir un rythme jusqu'à la fin. Ben écoute, on va suivre ça. Donc, c'est dans à peu près 3 semaines, le marathon d'Ottawa. C'est le 26 mai. Donc, l'entrevue va être en ondes après le marathon. Donc, on aura les résultats de ta prédiction. Éric, écoute, on achève. Il y a une petite section baguette magique dans mon entrevue. Puis, toi, tu as travaillé dans un hôpital. Donc, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé québécois? Ben, moi, c'est beaucoup à cause de ma mère, parce que ma mère prend de l'âge. Puis je pense que c'est justement le fait qu'elle puisse avoir des rendez-vous plus rapidement. Puis des fois, justement, elle a eu un problème avec un tendon au niveau de la jambe, puis ça a perduré. Aujourd'hui, elle a beaucoup de difficultés avec... c'est comme devenu chronique, là, ça peut pas... c'est irréversible, en fait. Okay. Donc, à cause de l'accès, tu veux dire? Ça a été trop long avant les soins? Trop long avant d'avoir des soins. OK. Fait que c'est plus justement d'avoir plus accès, puis d'avoir un médecin de famille, c'est sûr, plus accessible. OK. Puis si tu avais une rencontre de rêve dans le monde, moi j'ai une idée, là, mais je t'écoute. De rêve, ben, si je veux être vraiment cohérent, puis avec... Parce qu'aujourd'hui, j'en aurais une autre, mais la première, avant tout, ce serait Mohamed Ali. C'est ce que j'aurais dit, tu vois, c'est ça. Non, parce que, je pourrais dire David Goggins, parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse incidence sur qui je suis puis comment je vis, mais ça reste qu'à la base, Mohamed Ali, c'est lui qui a fait en sorte que j'ai décidé d'aller vers la boxe. Je l'ai tatoué aussi. Puis, c'est comme si ça a été un très, très grand modèle de par, oui, la boxe, mais aussi de par l'individu. Tout à fait. Puis tout ce qu'il a pu faire, comme changement, puis comme conscientisation. C'était tout un personnage. Ouais, tout un personnage. C'était vraiment complet, là. Donc, la confiance, juste la c'était presque de l'arrogance. Ouais. Donc, mais c'est fou, là, parce que tout ce qu'il a fait, d'aller se battre aussi en Afrique à Kinshasa contre George Foreman, alors que tout le monde pensait qu'il allait se faire battre, mais qu'il l'a battu, il est redevenu champion du monde. Mais c'est un drôle de combat, ça. Il s'est laissé comme pas mal frapper tout le long pendant presque 15 rounds. Ouais. Puis à la fin, l'autre était épuisé. Puis, exact, c'est ça. Il y a des bons documentaires. Des excellents documentaires, Rumble in the Jungle. Puis justement, ça allait changer la vie aussi de George Foreman, ce combat-là. Parce que lui a fait une dépression par la suite. Puis il est revenu. Mais quand même, lui, il en parle aujourd'hui. Puis il dit à quel point que Mohamed Ali a un impact sur lui. Là. OK. Puis non, mais en plus, cet homme-là avait tout pour lui. En plus, il paraissait bien. Ouais, super bien. Un sens de l'humour extraordinaire. Exact. Puis la répartie. Puis c'est lui qui a fait le plus court poème de l'histoire. OK. C'est Mi Oui.
Ok. Genre, c'est juste le poème, c'est juste ça. Il a dit ça dans une université, je ne sais pas laquelle, puis donc c'est vraiment un personnage, puis c'est incroyable toutes les quotes, là, si on peut dire, là, les citations que ce gars-là a pu avoir, puis a mis en place justement pour suffer now and live the rest of your life like a champion. C'est comme c'est des choses qui sont restées puis qui restent encore aujourd'hui en 2024. Rétrospectivement, quand on regarde à l'époque, les boxeurs étaient moins gros par contre. Ouais, beaucoup moins gros. Mohamed Ali, c'était juste un gars autour de 200 livres max. 212, 200 max. Je pense qu'il a monté jusqu'à 235 au gros maximum. OK. Mais c'était ma grandeur 6 pieds 3. Moi, si je voulais vraiment boxer comme Mohamed Ali, je voulais être un Mohamed Ali. OK. Écoute, excellent choix, mais j'aurais dû l'écrire avant parce que je savais que ce serait ta réponse. Ouais, Est-ce que tu supportes une cause particulière? Là? Tu vas parler de toutes les choses que tu supportes dans la société? Ou... Ben, je dirais que j'ai pas une cause particulière. Je pense qu'il y a tellement de causes qui sont nobles et qui sont importantes. Mais j'essaie justement de juste le vivre ensemble, beaucoup le vivre ensemble. Puis tu sais, on vient tout au monde, puis tu sais, tout ce qu'on veut, c'est réussir, puis être heureux, puis être bien. Mm-hmm. Ben, c'est surtout ça que j'essaie de prôner, puis de mettre de l'avant à travers toutes les causes, dans le sens où, tu sais, au final, là, tu sais, quand tu te couches le soir, c'est d'être heureux. Puis je pense que justement, c'est de mettre ça le plus possible de l'avant. Je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que la cause que tu supportes, c'est, entre guillemets, ta propre cause. Aussi. Le message que toi, tu donnes aux jeunes ou aux gens qui sont en difficulté, puis ça passe par plusieurs canaux. Donc, exact. Écoute, Éric, ça a été super agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. À bientôt. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.